Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Ce matin même, le président de la République a inauguré à Ferney, dans l'Ain, le château de Voltaire, entièrement restauré et remanié par le Centre des Monuments Nationaux. Franck Ferrand en profite pour faire revivre aujourd'hui le Ferney de Voltaire. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. C'était le jour, n'est-ce pas? Et c'est le privilège d'un très petit nombre de sommités que de se retirer du monde tout en restant le centre de l'attention. Voltaire a connu cela. Il a passé 2 décennies à Ferney. Vous allez voir que ça n'a pas été du tout 2 décennies de tout repos. Et l'administrateur du château de Ferney, François-Xavier Verger, sera tout à l'heure avec nous par téléphone. Oui, et nous avons dans ce studio avec nous celle qui connaît si bien les arcanes du siècle des Lumières, Evelyne Levert. Nul doute qu'en d'autres temps, Evelyne aurait eu à Ferney son rond de serviette. Peu de grands hommes ont été aussi souvent immortalisés, gravés, dessinés, peints, dépeints, statufiés que Voltaire. Les traits de son visage vieillissant sont connus et très connus pour avoir été reproduits jusqu'à satiété, et nous l'imaginons sans peine, un peu décharné, vaguement souffreteux, ce visage d'où émane quand même de la douceur, une malice certaine, et puis évidemment une incroyable puissance. C'est la puissance d'un esprit vif, agile, flexible, toujours prêt à saisir sa proie, une proie qui porte un nom, le fanatisme, sous toutes ses formes. Vous savez comment Voltaire avait fini par prendre l'habitude de signer la plupart de ses lettres, écrelinf, ce qui voulait dire écrasons l'infâme. Voltaire est le grand homme des paradoxes, certains diraient des équilibres subtils. Il est certes philosophe, mais sans être sage pour un sou, défenseur de la raison sans s'être jamais en rien montré raisonnable, de quoi lui attirer doublement des problèmes tout au long de sa vie. Justement, en cette fin de l'année 1752, Voltaire, qui a 58 ans, puisqu'il est né en 1694, en 52, il s'est installé en Prusse auprès du roi Frédéric II, et il est là dans une situation vraiment délicate. Une fois de plus, je dis une fois de plus parce que quelques années auparavant, déjà, il avait sérieusement agacé Louis XV, dont il était devenu l'historiographe et l'un des chambellans grâce au concours très appuyé de Madame de Pompadour. Eh bien, une fois de plus, c'est le roi de Prusse qui s'énerve, ça tourne mal, leur relation qui a été étroite s'est tendue, et cette fois les désaccords sont trop nombreux. Voltaire a notamment détourné une autorisation de publier pour faire paraître un ouvrage polémique qui a beaucoup déplu à Frédéric. Pour le roi de Prusse, là c'était vraiment trop, comme on dit, trop c'est trop, et Voltaire comprend, parce qu'il est d'une finesse inouïe, il comprend qu'il est grand temps pour lui de mettre fin à son séjour en Prusse, avant que les choses ne dégénèrent véritablement. Bon, mais il quitte la Prusse, certes, pour aller où? Le maître va traverser l'Allemagne et finir, après toutes sortes de péripéties, je vous fais grâce, par atteindre Colmar en octobre. Peut-être pourrait-il aller retrouver Paris. Sa nièce, la fameuse Madame Denis, dont nous aurons l'occasion de reparler, est partie en prospection, mais, disons-le, elle n'obtient pas de bonnes nouvelles. Madame de Pompadour, qui pourtant adulait Voltaire, se montre très décourageante. Louis XV n'est pas prêt du tout à revoir Voltaire. Il n'a pas l'intention de voir ce personnage incontrôlable se mettre à faire de l'esprit et du mauvais esprit dans sa propre capitale. Et pour l'orgueilleux homme de lettres, c'est une déconvenue cuisante. Je cite François Jacob. Cet accablant coup de foudre met Voltaire dans la nécessité de chercher une terre d'accueil. Je pense, affirme-t-il à sa nièce, que n'ayant reçu aucun ordre positif, je peux choisir mon exil. Oui, on peut pas dire non plus que Voltaire ait reçu la fameuse lettre de cachet. Vous savez, il n'a pas été exilé officiellement. On lui laisse le choix de son refuge. Et à vrai dire, il aurait beaucoup d'endroits où aller s'installer. Ce qu'il souhaite, lui, c'est un espace de liberté, où il pourra polémiquer à l'envi, quand même pas trop loin de la France, et son choix va s'arrêter très vite sur la République de Genève, où un certain nombre de notables se sont déclarés prêts à faciliter sa venue. Il s'y rend à la fin de l'année 1754. Il est reçu dans une belle résidence toute proche du lac Léman. Seulement, les vieux os du philosophe supportent assez mal la brise hivernale qui vient du lac. Ce qu'il faut vous dire, c'est c'est un véritable malade imaginaire, Voltaire. Il est toujours malade et pas mieux. Il souffre de partout. Il se voit constamment à la dernière extrémité
extrémité et comme tous les gens toujours très malades, il vit néanmoins très longtemps. Il faut donc trouver un lieu qui lui convienne mieux, un lieu à lui. Et ça n'est pas si simple, car Voltaire, qui, à tort ou à raison, je dis bien à tort ou à raison, est identifié comme catholique, va devoir faire face à des tracasseries dans cette terre farouchement protestante, héritière de Calvin. Voltaire va devoir contourner une loi interdisant aux papistes, comme on dit à Genève, d'acheter des biens immobiliers. Il y a quand même un montage qui va lui faciliter les choses et lui permettre d'acquérir une résidence pas loin du Rhône, les Délices, et une autre en terre vaudoise. Et comme ça, selon la saison, eh bien, il peut passer de l'une à l'autre. Il y a la maison d'hiver et la maison d'été, si vous voulez. Et peu à peu, on voit Voltaire trouver ses marques dans ce nouveau paysage. Des jeunes voix comme des visiteurs venus de loin se pressent chez lui. Il est le prince de l'esprit, n'est-ce pas? Il est l'aubergiste de l'Europe. Dans sa société, on peut dire que se mêlent gravité et légèreté, petite raillerie et puis en même temps grand esprit. On ne sait jamais quand ni comment. On partage aussi bien les idées subversives que les cancans locaux. Voltaire est là, qui anime la conversation, qui travaille beaucoup. Il écrit Candide dans ces années-là. Et par ailleurs, il consacre beaucoup de temps au théâtre, qui, on l'oublie parfois, mais est la grande affaire de sa vie. Pour lui, il est d'abord et avant tout un dramaturge. C'est comme ça qu'il se considère. Ça nous fait sourire, nous, aujourd'hui, quand on voit ce que sont devenues ces pièces. Il met d'ailleurs des pièces en scène, aux Délices, c'est le nom de la propriété, donc il les interprète lui-même, ce qui fait grincer des dents chez les conservateurs de la République de Genève. Je cite Colette Grenet. Les pasteurs s'agitent et fulminent, brandissant l'oracle Calvin et les décrets du consistoire. Rien n'y fait. Voltaire rit de ce courroux qui lui semble d'abord une comédie de plus, puis il s'impatiente du rigorisme, je cite, « d'ânes rouges qui écrivent contre l'art de Sophocle ». L'écrivain, qui a pourtant mangé du jésuite, en vient à regretter les fils de Saint-Ignace, qui jadis l'avaient initié à l'art des planches. Ils avaient les idées autrement larges que ces réformés gainés de glace comme leur montagne. Voltaire a aussi des appuis, bien sûr, dans la République. Mais son cas n'est pas toujours facile à défendre, il faut bien le dire. Il faut dire que ses écrits sont souvent très subversifs pour l'époque. Et on le voit notamment dans un essai sur l'histoire, associé de très près les mots Calvin et tyran. Ça fait pas plaisir, ça, bien sûr, ça émeut. Ça émeut les Genevois. Les années passent et Voltaire voit bien que cet exil helvétique n'est fait que de désagréments, somme toute. Il s'imagine peut-être un temps pouvoir rentrer à Paris à la faveur de la guerre de 7 ans qui s'est déclarée en 1756, qui est en train de complètement rebattre les cartes autour du pouvoir royal et qui donne à Madame de Pompadour une importance encore inédite. Mais non, le roi Louis XV n'a pas envie. Bref, Voltaire opte pour une autre solution. Il acquiert, à la fin des années 1750, la terre de Tournai, on est là tout près de Genève, mais de l'autre côté de la frontière, dans le royaume de France, en territoire français, dans le pays de Gex, qui a été annexé depuis 1601. Alors, on voit Voltaire écrire à son vendeur, le merveilleux, l'ineffable président de Brosse, je cite, « Je m'engage à faire un joli pavillon des matériaux de votre très vilain château ». Ce qui est une façon pas très élégante de prendre possession d'un lieu, mais Voltaire, qui a de l'argent, est un homme qui se permet bien des choses et qui achète d'ailleurs une autre terre juste à côté, Ferney, et là, il va trouver un asile durable. Seulement Voltaire reste Voltaire, que voulez-vous? Et là aussi, il va trouver un certain nombre de fanatismes à dénoncer, des causes à défendre, de quoi manifester partout son intelligence encombrante, de quoi se faire des ennemis farouches encore et toujours. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Voltaire. Cet après-midi, vous nous parlez du Voltaire de la fin du règne de Louis XV, à une époque où il est un auteur très célèbre dans toute l'Europe, célèbre mais fâché avec le roi de France, puis avec celui de Prusse, on vient de le vivre avec vous. Il a dû choisir l'exil. Alors après quelques années dans la République de Genève, il s'installe juste de l'autre côté de la frontière, sur les terres de Tournai et de Ferney qu'il vient d'acheter. Comment se passe son installation là-bas? Ça passe très bien. Il faut vous dire que Voltaire est reçu comme l'immense célébrité qu'il est alors, dont on ne peut plus se faire une idée aujourd'hui. La population vient l'accueillir en délégation. Il y a même un prêtre qui, le jour de son installation, fait un discours de réception. Tout le monde se dit oui. Et puis en fait, évidemment, Voltaire va se montrer très aimable à son égard.
lui qui est l'ennemi des dévots, n'est-ce pas? Voltaire n'est pas seul quand il arrive. C'est ça qu'il faut bien se dire. C'est toute une petite maisonnée qui débarque avec lui à la fin de 1758. Il a donc 64 ans. Il a avec lui toute une compagnie. Donc, alors il y a ses 2 nièces. Ce jour-là, nous dit Colette Grenet, la boulotte Madame Denis et la maigre Madame de Fontaine sont poudrées, pailletées, endiamantées et froufroutantes. Leur oncle les chérit fort, surtout l'aînée Madame Denis, qui vit avec lui depuis des années, elle l'aime. En tant qu'oncle et en tant qu'homme, parmi bien d'autres amants. Oui, vous avez bien entendu ce que je suis en train de vous dire. Sa gaillarde de nièce, nous dit-elle, montre autant d'appétit dans l'alcôve qu'à table. Ma nièce est un gros cochon, dit Voltaire, adjectif plus que galant. Nous en convenons. Madame Denis a 47 ans. On peut dire qu'elle est essentielle au quotidien de Voltaire, puisque c'est elle qui gère tout, qui reçoit les fournisseurs, qui met la maison en ordre, bref, elle gère tout le quotidien. Elle aime organiser des réceptions. C'est elle qui fait les tables, n'est-ce pas, etc. Et surtout, c'est elle qui gère le caractère de plus en plus acariâtre, impossible, exaspéré de son oncle, car Voltaire n'est pas facile à vivre au quotidien. Dès 1759, on le voit passer une grande partie de son temps à Ferney, où est lancé tout un chantier qu'il suit lui-même de près. Il entend même travailler au plan du château qu'il a l'intention d'ériger en remplacement de l'ancien. C'est ce qu'il avait dit à Brosse, vous vous rappelez. Belle demeure d'ailleurs, qui va prendre forme, très intelligente, très belle, une sorte de demeure un peu néo-palladienne, si vous voulez, à dimension humaine, avec 2 mots inscrits au sommet, au fronton du bâtiment, Voltaire Erexit. C'est Voltaire qui a bâti, n'est-ce pas? Il n'oubliera pas d'ajouter un théâtre de 300 places, puisqu'après tout, encore une fois, pour lui, c'est d'abord et avant tout le théâtre qui doit primer, et même un lieu dédié aux horlogers dans cette région-là, ça compte beaucoup, n'est-ce pas? Il veut les attirer, les grands horlogers. Les changements qu'apporte Voltaire vont donc dans tout le pays de Gex créer une forte activité, mais aussi créer un peu d'animosité. Voilà qu'on lui reproche par exemple de vouloir abattre une église qui avait le tort d'obstruer son panorama depuis les fenêtres de sa chambre. Et la polémique ne s'arrête pas là. Certains affirment que Voltaire aurait dit à propos d'une croix, un grand crucifix, vous savez, une croix de chemin qui était à côté de l'église, « Allez, ôtez-moi cette potence !» Et ça, c'est le début d'une énorme polémique. Le clergé local s'organise, les prêtres soutenus par certains habitants décident d'éloigner les hosties consacrées de toutes les seigneuries du mauvais chrétien. C'est Colette Grenet qui encore raconte. Et quoi, argumente-t-il, est-ce le mot potence qui fait ruer tous ces ânes? Mais d'après l'étymologie latine, il est exact techniquement, il l'est aussi, à tel point affirme-t-il à son curé muette surprise, que Jésus lui-même, en fin connaisseur de charpente, aurait appelé sa croix potence s'il avait parlé français. Et Voltaire en est convaincu. Le philosophe ne se contente pas de toutes ces saillies, il insiste auprès des autorités religieuses sur la construction d'une autre église qu'il assure pour les bons paroissien de Ferney. Le voilà même qui sollicite une relique auprès du pape pour son édifice. Et d'ailleurs, c'est vous dire la célébrité, l'importance de Voltaire, malgré tout ce qu'on sait de lui, le pape Clément XIII lui accorde sa relique. Il envoie à cette brebis égarée un cilice de François d'Assise. Il faut voir, vous voyez que les papes peuvent avoir de l'humour parfois. Et il y a, comme on dit, un message dans le cadeau papal. Cette histoire d'église est loin d'être la seule passe d'armes entre Voltaire et les autorités religieuses, bien sûr, notamment dans cette région d'adoption qui ne peut plus le voir déjà. Par exemple, il s'en prend à la rapacité d'un certain nombre de prêtres, il attaque les restes de pratique du servage par les chanoines voisins de Saint-Claude. Vous savez, ces chanoines dont nous parlions l'autre jour à propos de la famille Jobé avec le servage, mais ce sont les mêmes. François Jacob note, ce qui caractérise d'abord Ferney, c'est l'abondance des affaires locales. Elles rythment les journées de l'écrivain et sont assurément le laboratoire où Voltaire puisera sa véritable vocation avant dans un deuxième temps de lui donner sa pleine dimension. Parce que, ne l'oublions pas, depuis Ferney, Voltaire est en train de s'instituer peu à peu le défenseur des grandes causes. Ses interventions sont éclatantes dans l'affaire Calas, ça vous le savez bien sûr, mais aussi dans l'affaire Sirvin, dans l'affaire Lally-Tollendal, qui appartiennent à cette période. Elle sera plus discrète dans l'affaire du pauvre chevalier de la Barre, bien sûr. Voltaire enrichit encore et encore son œuvre, théâtre, contes philosophiques, débats intellectuels de toutes sortes. Il ne cesse d'ouvrir des fronts contre l'obscurantisme,
l'obscurantisme, contre l'infâme. Il s'acharne à vouloir passer les dogmes, les croyances, toutes les superstitions au tamis de la raison humaine, ce qui parfois risque d'exaspérer, et ce dans tous les camps. Par exemple, son dictionnaire philosophique portatif est condamné à la fois par le Parlement de Paris et par le Conseil des 200 à Genève. Voltaire, qui est donc là sur sa frontière, sait qu'en cas de menace plus ferme contre lui, il pourra passer d'un côté ou de l'autre. Selon celui qui s'énerve le premier, il ira à Genève ou il restera en France, si vous voulez. Et puis il attend que l'orage passe. On lui cède tout toujours, il est habitué. Le philosophe fait de son petit château, par sa seule présence, un des centres intellectuels de l'Europe, peut-être même le centre, on peut le dire. Les textes qui émanent de Ferney alimentent toutes les conversations de Paris, de Londres, de Saint-Pétersbourg, tout comme les querelles plus ou moins glorieuses de Voltaire avec d'autres personnalités comme La Baumelle, Fréron, vous connaissez, l'autre jour au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que croyez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva, disait Voltaire, qui s'amusait à ridiculiser tous ses ennemis, bien sûr, et Rousseau, n'oublions pas Rousseau. Beaucoup de grands noms font le voyage du pays de Gex. On y voit donc d'Alembert, Adam Smith, Condorcet, c'est incroyable. Et les années défilent avec des joies et des drames. Des joies, quand Voltaire, par exemple, qui a recueilli avec l'aide de Madame Denis une supposée, je dis bien supposée petite nièce de Corneille, parvient à l'établir et à lui faire une situation. Drame, quand il se dispute avec la même Madame Denis en 1768. Quand je dis qu'elle se dispute, elle s'est avisée d'aller prendre le parti de l'écrivain La Harpe, pourtant accusé par Voltaire d'avoir volé un de ses manuscrits au cours d'un séjour à Ferney. Madame Denis est outrée par les reproches que lui fait ouvertement son oncle. Elle quitte Ferney sans même prendre congé, et c'est une séparation terrible pour Voltaire, mais qui ne dure que quelques semaines, quelques mois, et puis bien sûr ils vont se réconcilier. Malgré ses soucis quotidiens et l'âpreté d'un certain nombre des débats qu'il a pris l'habitude d'engager, Voltaire s'installe néanmoins, disons-le, à Ferney, non seulement dans une vie agréable, mais dans une vie qui est toute à sa gloire. Il est la divinité dans son temple, l'Europe entière lui rend hommage, et pourtant, il ressent un manque, et ce manque-là, c'est le manque de Paris. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors Franck, vous nous faites revivre cet après-midi l'exil de Voltaire à Ferney. Sa vie est riche, on peut dire qu'il ne s'ennuie pas à Ferney, et pourtant Paris lui manque. Eh oui, et au fil des années 1770, alors 1774, Louis XV est mort, et vive le roi Louis XVI, et il est évident peu à peu que Voltaire s'essouffle, physiquement je veux dire. Il dépasse largement les 80 ans, son visage devient de plus en plus maigre, et puis surtout maintenant, il est rongé par un cancer, et il n'a plus qu'une envie, c'est de vivre au calme. Il essaie de repousser le plus possible les visites, etc. Et certains de ses écrits d'ailleurs prennent l'allure de bilan. Je pense au dialogue d'éphémère qu'il publie en 1777. Le théâtre l'occupe encore, avec Irène notamment, nouvelle tragédie destinée à être jouée à la Comédie Française début 1778, et il est évident que lorsque vous connaissez Voltaire, il ne rêve que d'une chose, c'est de faire le voyage jusqu'à Paris pour être là lors de la création de son œuvre par les comédiens français. Je n'aurais pas été fâché d'être un peu bien reçu à Paris à la suite d'Irène, mais je crains bien de mourir sans avoir tâté de cette consolation, écrit-il à ses grandes relations parisiennes qui lui disent « Mais non maître, vous vous trompez, Louis XV est donc mort maintenant depuis 4 ans, et le nouveau roi Louis XVI ne s'opposerait pas à ce que ce vieil homme malade vienne à Paris après 3 décennies d'absence, vous imaginez ça. Et voilà comment, en février 1778, donc Voltaire a 83 ans en bon poids, il se lance dans cette traversée du royaume. Et quand il arrive à Paris, quand il arrive à destination, la capitale est comme saisie d'émotion. Il va résider sur le quai de Conti, vous savez, à l'hôtel de Villette. Alors je dis quai de Conti, toute cette partie du quai de Conti maintenant s'appelle le quai Voltaire, bien entendu, mais il est à l'hôtel de Villette, qui devient le lieu où il faut être, où il faut passer, n'est-ce pas? Il y a une excitation incroyable dans tous les salons. On voit défiler les plus incroyables personnalités du temps, Benjamin Franklin, Madame du Barry, Gluck, la vieille Madame du Défend, tout le monde est là, et la foule, surtout la foule sous les fenêtres du maître, la foule qui l'acclame, qui l'acclame, qui l'acclame. Bonjour, chère Evelyne Levert. Bonjour, cher Franck.
Alors, Paris aura été la destination finale du grand voyage de Voltaire, si je puis dire, parce que il va venir, il va être fêté par les comédiens français, par les académiciens français, et puis il va mourir. Ça a été un voyage de triomphe, en fait. C'est un triomphe, et lorsqu'il est à la Comédie Française, il dit « Vous allez me faire mourir de plaisir ». En fait, on a l'impression qu'il a calculé son coup, si je peux dire vulgairement, car il est parisien dans les fibres, et c'est à Paris qu'il est né, et il veut certainement mourir à Paris. Il est donc parti malade, mais il arrive à Paris, il est heureux, il se balade sur le quai, il est habillé d'une façon, il est accoutré bizarrement, et il y a des enfants même qui le regardent et qui lui jettent des pierres en se disant qu'est-ce que c'est que cet hurluberlu, mais il est là chez son ami le marquis de Villette, quai Voltaire aujourd'hui, au-dessus d'un restaurant qui s'appelle le Voltaire, et là il y a un petit théâtre, et il fait répéter les comédiens français. Il leur fait répéter sa fameuse Irène qu'il n'a pas encore achevée. Alors il rajoute des répliques. Il finit quelques répliques. Et puis vient le maréchal-duc de Richelieu, son vieux complice, et là on a l'impression de voir deux personnes d'un autre siècle, d'un autre temps, qui sont là, deux vieilles momies, dit quelqu'un, et il répète, les comédiens français viennent là, et il reprend les répliques. Il joue en quelque sorte la pièce. Les comédiens français vont finir de répéter à la Comédie Française et Voltaire à ce moment-là tombe malade, mais très gravement. Il souffre de strangurie, c'est-à-dire des problèmes urologiques extrêmement graves. Il y a là le grand Tronchin, le médecin de toutes les vedettes, et Tronchin ne donne pas cher de sa survie, il le fait rester au lit, et Voltaire est mourant. Il y a la première d'Irène qui se donne à la Comédie Française, et à la première d'Irène, eh bien, il est dans son lit, et il y a des estafettes qui viennent régulièrement à chaque acte lui donner le pouls de la salle. Le pouls de la salle. Ça se passe moyennement bien, mais on lui dit que ça se passe très bien. Finalement, c'est un triomphe. Ouais. Bon, mais lui, il veut voir. Il va mieux. Il se rétablit petit à petit. Et le 30 mars, il a vraiment ressuscité, et il a dit qu'il allait aller et à la Comédie Française le soir, mais il veut aller aussi à l'Académie Française. Et il va donc à l'Académie Française. Alors là, il s'habille merveilleux. Il est académicien depuis très longtemps. Depuis très longtemps, mais enfin, il n'a pas... Mais il ne pouvait pas siéger, bien sûr. Il ne pouvait pas siéger. Et alors, il s'habille dans un costume invraisemblable, doublé d'hermine, et il part en carrosse. Alors, il y a un monde fou sur tout son passage, parce que c'est vraiment le roi Voltaire. Il va à l'Académie, on fait des discours absolument sublimes, c'est un hommage fabuleux. Et de là, toujours accompagné par la foule, il va jusqu'au Théâtre Français et on donne Irène. Alors il est dans la meilleure loge, bien entendu, entre la marquise de Villette, qu'il appelle Belle et Bonne, et de l'autre côté, il y a l'ineffable Madame Denis, sa nièce, qui veille sur lui. Et puis les comédiens français entrent en scène et commencent par faire son éloge. Il y a son buste sur la scène et on couronne son buste de laurier. Et puis on apporte une couronne de laurier dans la loge, on met la couronne sur sa tête, il enlève la couronne, et puis alors on a écrit des vers en son honneur, et les comédiens récitent des vers. C'est une apologie, c'est une apothéose extraordinaire. La pièce est complètement ahurissante. Il s'agit du XIIe siècle à Byzance. Enfin, peu importe, tout ça passe très bien. Et les ovations, la standing ovation pendant des minutes et des quarts d'heure, c'est fabuleux. Et Voltaire. C'est peut-être trop d'émotion pour cet homme très malade. Non, ça lui fait beaucoup de bien. Ça lui fait beaucoup de bien. Mais quelques jours plus tard, eh bien, il va mourir en souffrant beaucoup. Mais enfin, il s'éteint, et il s'éteint en pleine gloire. C'est l'homme qui a traversé le siècle. Il faut bien penser qu'il est né à la fin du siècle de Louis XIV, mais enfin Louis XIV en 1694, il vivait encore fort bien. Il connaît 20 ans. 20 ans de règne de Louis XIV. Et on voit, et il débute. Il a vécu tout le très long règne de Louis XV, et maintenant on est sous Louis XVI. On est sous le règne du jeune Louis XVI, qui n'a pas non plus beaucoup de sympathie pour lui, parce que Marie-Antoinette voulait venir à Irène, interdit parce que elle, c'est pas par amour pour Voltaire, mais parce que c'est un événement. C'est l'endroit où il fallait être. Oui. Ben voilà, c'est l'endroit où il fallait être. Mais alors, par contre, c'est le duc d'Orléans qui est là,
avec ses enfants, c'est-à-dire le futur Louis-Philippe. Mais oui, c'est-à-dire que le futur Philippe Égalité est là avec le futur Louis-Philippe. Exactement. Donc c'est presque un signe. C'est presque symbolique. Ça. Ah oui, ça c'est assez beau. La mort chez le marquis de Villette va se faire, on va dire quasiment en catimini, puisqu'il faut évacuer le cadavre, si je puis dire. Alors parce que il paraît que Voltaire aurait reçu un prêtre justement pour pouvoir être enterré en terre chrétienne. Mais il y a des problèmes qui se posent avec l'archevêque de Paris, et il est décidé que le corps de Voltaire ira chez un de ses neveux dans une abbaye hors de Paris, et pour ne pas qu'il y ait de scandale ni d'affaires, on met Voltaire, on habille Voltaire et on l'attache dans un carrosse et on l'emmène justement dans cette abbaye. Cette fois, c'est vraiment le tout dernier voyage de Monsieur Voltaire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Pour évoquer Voltaire cet après-midi, Voltaire l'exilé. Avec votre invité Franck Ferrand, vous recevez Evelyne Levert, elle est historienne et auteure du Dictionnaire amoureux des reines paru chez Plon. Alors, ce qu'il faut dire, Evelyne Levert, c'est que à Ferney, Voltaire est comme une sorte de statue vivante et les gens viennent lui rendre hommage. Il reçoit des gens de toute l'Europe. C'est la pitié de l'Europe, on peut dire, Voltaire. Il reçoit, alors il correspond d'abord avec les grands de ce monde. À commencer par l'impératrice de Russie. Alors, bien sûr, avec Catherine II, avec Frédéric II dont vous avez parlé tout à l'heure, parce que ils se sont disputés pendant le séjour, certes, mais il reste 700 lettres, et jusqu'en 1778, il correspond avec Frédéric II. C'est un dialogue entre le roi des philosophes et le roi philosophe. C'est un dialogue entre le prince et l'homme de lettres, et cette correspondance, bien dans toute cette correspondance, c'est un enjeu c'est un débat sur les enjeux, des Lumières, entre l'action et la pensée, et ce qui ressort, c'est évidemment que le philosophe n'est pas à la place de l'homme d'action, ce n'est pas à la place du gouvernant, et le gouvernant ne peut pas admettre toutes les idées du philosophe. Et c'est un petit peu la même chose avec Catherine II, mais avec Catherine II, c'est beaucoup plus léger comme correspondance, parce que Catherine a besoin de flatterie, et Voltaire aussi. Alors donc il y a des échanges extrêmement flatteurs entre les deux. Ça, le Grise-Voltaire, c'est une relation évidemment extrêmement importante pour lui, et il l'appelle la Sémiramis du Nord. Alors il est donc l'égal des princes, si l'on peut dire, et des rois, mais intellectuellement. Oui. Et il règne sur son vaste domaine où il va mener toutes sortes d'expériences, etc. Très intéressantes. Très intéressantes. Il vit quand même, mais on fait toujours comme si ça n'existait pas, il vit avec sa propre nièce, et c'est pas sa nièce par alliance. Oui, c'est sa vraie nièce, mais oui, c'est sa compagne, et on sait, et je vais être très vulgaire, je vais dire, on sait qu'ils ont couché ensemble. Voilà. Mais enfin, c'est une liaison qui est, c'est plutôt l'intendante de la maison, mais enfin, c'est sa confidente. Elle est la maîtresse de maison. Elle est la maîtresse de maison. Elle est quoi, la fille de sa sœur, C'est la fille de sa sœur. Mais on a l'impression, Voltaire, il a le sens de la famille, et cet homme qui est à de très haut, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il ça, je sens que nous allons l'entendre chez Mathieu Noël dans peu de temps. Il vit à un très haut niveau intellectuel, mais enfin, on a l'impression qu'il aime bien un petit cercle de famille assez tranquille, avec sa petite fille d'alliance, qui est, comme vous avez dit tout à l'heure, Mademoiselle Corneille. Alors là, oui, parce qu'en plus, il avait une telle passion pour le grand Corneille qu'il a adopté une descendante qui n'en est pas une. Qui n'en est pas une, mais enfin, disons, peu importe. Ça fait un petit cercle, disons, familial. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Ferney, c'est qu'il est possible aujourd'hui de s'y rendre et de visiter les lieux, mais même s'ils ont été pas mal modifiés depuis l'époque de Voltaire. C'est un lieu magnifique qui a été entièrement refait, rénové, restauré par le Centre des Monuments Nationaux. Et nous avons en ligne la responsable des acquisitions au CMN, justement, Clotilde Roire. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et merci à vous. Vous receviez toute l'Europe il y a 2 siècles et demi, si je puis dire. Vous recevez de nouveau aujourd'hui tout ce qui compte, à commencer par le président de la République. On fait la fête aujourd'hui à Ferney. Oui, c'est une fête, une grande fête pour la culture aujourd'hui à Ferney. Le Centre des Monuments Nationaux rouvre au public le château demain, 1er juin, avec un parcours de visite entièrement renouvelé. Alors, dites-nous, en gros, ce parcours de visite, donc on est au rez-de-chaussée du château, les grandes salles ont été thématisées, si on peut dire, hein, c'est bien ça? Oui, alors on entre... en fait, on suit le parcours de visite qui était celui des visiteurs du XVIIIe siècle reçus par Voltaire. On commence par l'antichambre, comme il se doit.
Voilà, donc on est introduit dans l'antichambre où l'on découvre ici en fait ce qu'est ce projet voltairien à Ferney, c'est-à-dire l'architecture, le domaine, mais aussi les engagements de Voltaire auprès des paysans. Nous avons notamment une petite montre de la manufacture de Ferney dans cette pièce réalisée en 1770 du vivant du philosophe, et donc c'est un projet d'emblée global que nous présentons aux visiteurs. Et c'est un projet qui permet d'avoir à la fois une idée de ce que pouvait être la vie à Ferney et en même temps une idée de la vie de Voltaire et de son importance considérable dans le XVIIIe siècle. Oui, c'est ça, c'est à la fois un château, donc une maison d'écrivain, et également un lieu de mémoire créé par Voltaire et par ses successeurs, en fait, jusqu'à nous. Et donc ce lieu de mémoire, disons, ce lieu de culture, vous allez le faire vivre dans l'avenir. Il y a eu des travaux considérables, 9 millions d'euros ont été investis par le Centre des Monuments Nationaux, et ça va devenir au-delà du mémorial Voltaire, si je puis dire. C'est un centre de la pensée qui est en train de naître du côté de Ferney. Alors oui, puisque nous allons parler effectivement des grands combats voltairiens à Ferney, puisqu'il écrit dans ce château notamment le traité sur la tolérance. Et oui, bien sûr. Oui. Nous présentons des livres d'ailleurs dans ce qu'était à l'origine la bibliothèque et le cabinet de travail de Voltaire, et nous avons travaillé sur des dispositifs multimédia et audiovisuels pour donner à comprendre Voltaire écrivain, Voltaire lecteur, et comment Voltaire est au centre de l'Europe par sa correspondance depuis Ferney, puisqu'on compte encore aujourd'hui autour de 10 000 lettres adressées par Voltaire depuis Ferney. Eh bien, écoutez... Pardon. Non, je voulais vous remercier et souhaiter que dès demain, dès le 1er juin, dès demain, le public se presse en foule dans la maison de Voltaire, dans ce qui est une sorte de temple des Lumières, dans cette maison de Ferney. On est tout près de Genève, vous l'aurez compris. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes aujourd'hui au cœur de l'histoire de Voltaire. Voltaire l'exilé à Ferney. Nous allons plus loin, nous découvrons l'homme et son histoire grâce à votre invité Franck Ferrand. Vous recevez Evelyne Levert, l'historienne, grande spécialiste du siècle des Lumières et auteure du dictionnaire amoureux des reines paru chez Plon. Une merveille, plongez-vous là-dedans. Ce qui est formidable avec les dictionnaires amoureux, c'est qu'on n'a pas besoin de les lire de la première à la dernière page, on se promène dedans. Il faut, oui, on picore. Ça c'est absolument. On picore, et c'est un vrai... Il faut surtout picorer. C'est un véritable régal que ce dictionnaire amoureux des reines d'Evelyne Levert. Merci. Vous connaissez la chronique du règne de Louis XV comme personne. Vous êtes biographe de Madame de Pompadour. Quels étaient, en 2 mots, et pour expliquer ce qui a amené Voltaire aux confins du Genevois, quels étaient les rapports de Voltaire avec Madame de Pompadour d'un côté et avec le roi Louis XV de l'autre ? Alors, avec Madame de Pompadour, des rapports très agréables, puisqu'il arrive, Voltaire devient historiographe du roi en partie grâce à Madame de Pompadour. Madame de Pompadour a besoin de lui pour vanter ses mérites, mais Madame de Pompadour... Il a été un peu son professeur à la cour, c'est lui qui lui a appris comment parler, comment raisonner. Comment parler, mais qui lui a appris l'étiquette, ce n'est l'étiquette, pas... Oui. Non, c'est pas Voltaire. C'est Bernice, oh, oui, absolument. Mais ils étaient tous les deux. Ils étaient tous les deux, mais Voltaire, c'est plutôt l'esprit, la finesse, la façon dont on doit s'exprimer, mais parce que ce n'est pas un homme de cour, Voltaire. Oui. Lui, il vient du peuple, très élevé. Bah oui, c'est le fils d'un notaire. Pour ces gens-là, un notaire, c'est un scribouillard. Rien de plus. Donc, il s'est élevé tout seul. Elle aussi. Donc, ils ont une certaine parenté, une solidarité d'esprit. Seulement, Madame de Pompadour soutient les philosophes. Elle soutient Voltaire, mais comme Louis XV n'aime pas les philosophes et qu'il refuse toute la philosophie des Lumières, elle peut pas le soutenir très longtemps. Elle a fait tout ce qu'elle a pu, puis après, elle se retire. Lui, évidemment, il lui en veut un petit peu, mais elle tient aussi à sa place auprès du roi. Et c'est pour cela que, véritablement, Voltaire est obligé de s'exiler. Il a toujours peur. voir à quel point Louis XV se méfie jusqu'à sa mort de Voltaire. Il ne veut pas en entendre parler. Il ne veut pas en entendre parler. Et puis il a compris qu'il y avait de la révolution là-dessous, d'après vous ? Mais absolument. Parce que les idées des Lumières sont des idées qu'il ne veut pas
admettre. Quand on pense qu'en 1766, Louis XV est en train de dire que le pouvoir lui appartient, aussi bien le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc tout cela, Voltaire le contestait depuis le début, puisqu'il avait fait déjà l'apologie du système anglais, et tout à fait au début du règne. C'est vrai que notre invité Clotilde Drouard le disait, Voltaire écrit lorsqu'il est à Ferney le traité contre l'intolérance, il écrit 2 articles très importants pour l'encyclopédie, il republie le dictionnaire philosophique, enfin ça fait beaucoup de choses évidemment, tout ça ne le rend pas l'ami des gens conservateurs, on va dire d'une façon générale. Absolument. Et d'autant plus qu'il se fait aussi le défenseur des grandes causes, c'est à ce moment-là qu'il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est pendant qu'il est à Ferney. Absolument, et il y a 2 affaires qui véritablement marquent la période, c'est l'affaire Calas, que tout le monde connaît, mais enfin qu'on a complètement oubliée, et l'affaire Sirvin. C'est-à-dire que l'affaire Calas, c'était le Parlement de Toulouse qui avait condamné un certain Jean Calas, qui était soupçonné d'avoir tué son fils, sous prétexte qu'il allait se convertir au catholicisme. Et Jean Calas a été, sans preuve, a été torturé, roué en place publique, étranglé, et son corps a été brûlé sur le bûcher. Et c'est Voltaire qui va le faire réhabiliter. Il va le faire réhabiliter parce qu'il a tout de suite compris que c'était l'intolérance qui était au centre du problème. Toujours cette intolérance contre laquelle il lutte à tout moment et de toutes les façons. Il y aura aussi des affaires plus politiques comme l'affaire Lalitte-Hollandal. Il prendra la défense de Lalitte-Hollandal et puis une affaire terrible, l'affaire du Chevalier de la Barre. Mais là, Voltaire a carrément peur d'intervenir. Il interviendra à travers le cri du sang innocent, comme il est. Exactement. Mais plus tard, c'est-à-dire après l'exécution du Chevalier de la Barre. Voltaire a été donc sur la fin de sa vie, j'ai fait un peu de bien, dit-il, et c'est le meilleur de mon œuvre, mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il s'est dévoué pour de bonnes causes. On peut pas dire le contraire, malgré son caractère impossible, malgré toutes ces polémiques terribles, etc. Mais il y a beaucoup de bonté chez lui. C'est ça, oui. Au contraire, comme vous dites, il défend la veuve et l'orphelin, il est pour la justice, contre l'injustice. Et en même temps, il déclenche beaucoup de polémiques, et ça m'amuse vraiment beaucoup de voir que le 31 mai 2018, nous recevons encore via email, là, par internet, pardon, nous recevons ce message d'un de nos auditeurs, Pascal, qui dit « J'ai beaucoup de mal à comprendre ce concert de louanges pour Voltaire, piètre écrivain, piètre philosophe et qui n'a rien compris à Leibniz, mais surtout fort méchant homme, celui qui dans un tract courageusement anonyme, un libelle, demandait qu'on lapidât Rousseau et qu'on le condamnât à mort, bel exemple de la tolérance du personnage, odieux écrivain complètement surestimé. » Vous voyez que Voltaire est mort depuis longtemps, les siècles passent, mais il continue à ne laisser personne indifférent. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Voltaire. Depuis 14h, vous nous avez raconté son exil à Ferney. Nous allons maintenant passer la frontière, direction Genève et le musée Voltaire grâce à Lorena Martin. Et oui, nous parlions de ces 2 propriétés, celle d'hiver et celle d'été. Je vous parlais de la maison d'hiver qui s'appelait Les Délices et c'est aujourd'hui un véritable lieu dédié à Voltaire. Il n'y a pas que Ferney. Complètement. Bonjour Lorena, pardon. Bonjour Franck. C'est la demeure que Voltaire acquiert en mars 1755 et dans laquelle il va vivre 5 ans. Jusqu'en 1760, il a à cette époque une soixantaine d'années. C'est la maison qui nous permet encore de pénétrer dans l'intimité du philosophe. À l'époque, cela comprend la maison de maître dans laquelle il vivait et la dépendance qui est le clos Voltaire où Voltaire logeait ses domestiques, sans oublier les sublimes jardins qui entourent tout ce domaine. Alors nous avons vu les raisons qui l'ont amené à venir à Genève tout à l'heure, notamment ces relations houleuses avec le roi de Prusse et très difficiles avec le roi de France, mais il y avait aussi un éditeur qui était là, faut pas oublier. Les frères Cramer qui vont l'aider à publier ses livres et c'est aussi à Genève que réside le médecin Tronchin et sa famille qui vont lui permettre d'acheter d'ailleurs cette propriété. Vous dites qu'il arrive au printemps 55, c'est l'époque du tremblement de terre de Lisbonne et d'ailleurs c'est là qu'il va écrire le poème sur le désastre de Lisbonne, il écrira L'orphelin de la Chine, il commencera Candide là, il reçoit des gens très importants, dont d'Alembert d'ailleurs. Exactement, et c'était vraiment les délices parce que c'est là qu'il a rencontré le bonheur, c'est lui-même qui le dit d'ailleurs dans l'un de ses textes, je ne me vante point d'avoir en cet asile rencontré le parfait bonheur, il n'est point retiré dans le fond d'un bocage. Il n'est point dans le fond d'un bocage, il est encore moins chez les rois, il n'est pas même chez le sage, de cette courte vie il n'est point le partage,
il y faut renoncer, mais on peut quelquefois embrasser au moins son image. C'est assez joli ça. Il avait le sens de l'épigramme, Voltaire, et de ces espèces de petits bourrimés qui font tout le charme de la société, bien sûr. Alors, que deviennent les délices après le départ de Voltaire? Donc après le départ, la villa reste aux mains des Tronchins jusqu'en 1840. Elle devient ensuite un hôpital pour les soldats de l'armée du général Bourbaki en 1871. Et ce n'est qu'en 1929, finalement, que la ville de Genève l'achète et va le transformer en premier musée dans les années 40. Puis, l'Institut et Musée Voltaire est créé en 1952 et officiellement inauguré 2 ans plus tard grâce à Théodore Besterman, qui en devient le premier conservateur. Et c'est notamment grâce à lui que l'on a tous ces trésors, donc des tableaux, des œuvres d'art, manuscrits relatifs à Voltaire et au siècle des Lumières. C'est très important. Donc, musée et bibliothèque qui se visitent toujours aujourd'hui. Donc, très, très important pour Voltaire. Rue de Délices à Genève. Merci beaucoup, Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Ah tiens, c'est un retour aux origines aujourd'hui qui intrigue de nombreux enfants et voire même certains adultes. Pourquoi, Franck, la sirène des pompiers sonne tous les premiers mercredis du mois à midi? Ah oui, c'est vrai, oui. Non, mais c'est vrai, là, on est le dernier jeudi du mois, si je ne m'abuse, mais c'est vrai, vous avez raison. Ce sont les sirènes du réseau national d'alerte qui sont héritées de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, à l'époque, elles servaient à alerter la population en cas d'attaque aérienne. Et aujourd'hui, ce réseau est resté intact et ça peut servir en cas d'accident nucléaire, que sais-je, ou d'événements météorologiques de grande ampleur. Bref, on compte environ 4500 de ces sirènes réparties dans les casernes de pompiers de toute la France et c'est simplement pour tester leur bon fonctionnement qu'on les active pour n'inquiéter personne tous les premiers mercredis à midi et ça dure 1 minute, comme ça on n'est pas surpris. J'ai presque envie de dire qu'elles ont fini par rythmer la vie, ces sirènes. Vrai.